Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le Louvre et les Tuileries, la fabrique d'un chef-d'œuvre. C'est le titre du beau livre que fait paraître Alexandre Gady chez Le Passage et Louvre Éditions. Et je crois que Franck Ferrand l'a beaucoup aimé, ce livre. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons essayer, dans l'heure qui vient, de parler d'autre chose que des événements terribles qui nous ont assaillis. Je dirais juste un mot sur les innombrables témoignages de solidarité qui affluent du monde entier et où paraissent de nombreux, toute une admiration, disons, pour notre culture, pour notre patrimoine. À nous de nous montrer dignes d'une si haute réputation. Il me semble qu'un des meilleurs moyens de se changer les idées, c'est d'ouvrir un beau, si possible même un très beau livre, et de vagabonder au gré de ses textes et de ses planches. Le nouvel ouvrage d'Alexandre Gady, dans la lignée du précédent sur le château de Versailles, est un pur régal. Dire que je vous le recommande est une litote. Grâce à lui, en ce début d'après-midi, nous allons nous mêler aux fantômes du plus grand palais du monde. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Franck sur la répartition des saints dans le calendrier romain. Je vous rassure, Anissa, je n'en suis pas arrivé à me poser moi-même des questions. C'est pas tout à fait ça. C'est aujourd'hui la Sainte Élisabeth et j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les Élisabeth qui nous écoutent. Leur joli prénom vient d'un mot hébreu qui signifie Dieu et promesse. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'entrée de notre civilisation dans la modernité s'est accompagnée d'un grand désenchantement du monde. C'est-à-dire que le magique, l'irrationnel, tout le soufre, tout ça a été balayé, brutalement exclu de notre univers, sorti de notre mental. Le même phénomène s'est emparé des historiens et l'on a vu l'histoire soudain déparée de la plupart de ces légendes et de ces fables. Et pourtant, ces légendes, ces fables sont tenaces. Elles survivent aux marges des livres. À chaque grand personnage, à chaque lieu célèbre, à chaque événement frappant, sont attachés des faits étranges, des coïncidences, des explications plus ou moins surnaturelles. Le palais des Tuileries a ses propres fantômes. La demeure royale détruite en 1882-83 à la suite des incendies de la commune ne fait pas exception. Et que dit la légende des Tuileries ? Eh bien, elle dit que pendant ces 3 siècles d'existence, le palais aurait abrité un esprit vengeur, aurait pris un malin plaisir à intervenir dans l'histoire mouvementée du lieu, un lieu marqué par le passage d'hommes et de femmes parmi les plus puissants de l'histoire de France, évidemment. Le nom de cet esprit vengeur, l'homme rouge des Tuileries. La légende prend sa source à l'époque où Catherine de Médicis fait bâtir le palais. On est autour des années 1560. Un triste soir d'automne, au crépuscule, un dénommé Neuville, diligenté, dit-on, par la reine-mère, est chargé de perpétrer un crime. Sa victime, est un certain Jean, qu'on appelle Jean l'écorcheur, parce qu'il travaille dans un abattoir qui est tout proche du chantier du nouveau palais. C'est lui qu'il va falloir tuer. Que reproche donc Catherine à ce modeste boucher ? À vrai dire, la légende est floue, plusieurs motifs sont avancés. Pour certains, Jean s'opposerait à la destruction de sa boucherie, de son abattoir, qui avait été rendu nécessaire par les travaux des Tuileries, justement. D'autres avancent que l'homme aurait eu la malchance de surprendre des conversations embarrassantes pour la sombre souveraine. C'est en tout cas l'image qu'on avait d'elle à l'époque où la légende a été colportée au XIXe siècle. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, Jean l'écorcheur doit mourir. Neuville s'en va donc trouver notre homme, alors qu'il est en train de travailler dans son abattoir, et sans autre forme de procès, il lui plonge une lame dans le corps. Un premier coup terrible, mais qui pourtant n'est pas mortel. L'homme de main va devoir frapper d'autres coups avant de venir à bout de sa victime. Le pauvre Jean, dévoré par la douleur, parvient tout de même, dans un ultime effort, à lâcher une espèce de cri de plainte « Je reviendrai », dit-il, et puis il s'écroule, terrassé.
On peut imaginer que Neuville n'est d'abord guère effrayé par cette menace. Le boucher effondré dans une mare de sang ne peut plus rien contre lui. C'est sans doute avec le sentiment du devoir accompli que l'exécuteur des basses œuvres s'en retourne auprès de la reine-mère. Seulement, voilà qu'en chemin, il est soudain saisi d'angoisse. Il perçoit des sensations étranges, comme si quelqu'un était derrière lui. Et bientôt, il n'y a plus de place au doute, il est suivi. Neuville se retourne carrément, et là, il voit Jean l'écorcheur, sur ses deux jambes, les vêtements couverts de sang déjà caillé, la mine vengeresse. Voilà ce que nous dit Pierrette Détanque dans le guide du Paris mystérieux. Neuville brandit son épée, mais celle-ci ne rencontra que le vide. Épouvanté, le meurtrier décida de retourner à l'endroit où il avait laissé sa victime, mais il ne vit rien, que du sang. Il fouilla partout, il ne trouva personne. L'homme rouge avait disparu. L'homme de main est troublé, il craint pour sa vie. Il retrouve Catherine pour la mettre au courant de la tournure imprévue prise par les événements. On imagine bien que la reine-mère n'est pas tellement émue par tout ça. Et ça va néanmoins changer. Peu de temps après, l'astrologue de la cour, qui est le célèbre Côme Ruggieri, fait part d'une étrange apparition à la reine Catherine. Un fantôme lui a rendu visite. Le spectre, explique-t-il à Catherine, lui a montré que plusieurs occupants des Tuileries seraient à l'avenir victimes de tragiques coups du sort. Quant à elle, à l'en croire, elle ne pourra demeurer aux Tuileries et elle mourra près de Saint-Germain. Il faut préciser que la paroisse du Louvre attenant s'appelle Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y a cette fois de quoi glacer les sangs de Catherine qui, c'est bien connu, croit dur comme fer en ce genre d'augure. La reine s'en retourne dans ses appartements et c'est alors qu'elle tombe nez à nez avec le fantôme de l'homme rouge. Dès lors, c'est décidé, elle doit quitter ce palais, n'y plus jamais revenir. La légende veut que désormais la reine-mère ait vécu avec le poids de la prédiction de Côme Ruggieri. Elle aurait évité par tous les moyens les lieux baptisés Saint-Germain dès qu'elle arrivait dans un village qui s'appelait Saint-Germain ou dont une des églises simplement était dédiée à Saint-Germain. Eh bien, il fallait partir jusqu'au jour de sa mort, le 5 janvier 1589 à Blois, vous savez. Au moment de recevoir les derniers sacrements, on conduit auprès de la reine-mère un prêtre. Elle est mourante, mais enfin, elle demande au prêtre son nom. Elle veut quand même savoir qui va la confesser, qui va lui donner les derniers sacrements. Et le prêtre s'appelle Saint-Germain. Ainsi donc, l'homme rouge des Tuileries avait dit vrai. Les puissants, désormais, vont devoir composer avec lui. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Oui, oui. Et aujourd'hui, nous sommes au Louvre et aux Tuileries pour cette émission au cœur de l'histoire jusqu'à 15h. Franck Ferrand, vous avez choisi de nous parler de l'homme rouge des Tuileries qui terrorise. Bien entendu. Et vous savez que les événements les plus rudes, les plus agités de l'histoire sont assez propices à la résurgence des mythes et des légendes. On ne s'étonnera donc pas de retrouver notre homme rouge aux heures troubles de la Révolution française. D'autant moins que le palais des Tuileries est un des lieux clés de cette nouvelle page d'histoire. Depuis les fameuses journées révolutionnaires des 5 et 6 octobre 1789, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui ont été ramenés à Paris sous la pression d'une foule d'émeutiers, Louis XVI et Marie-Antoinette ont bon gré mal gré pris leur quartier aux Tuileries. Plus ou moins cloîtrés dans cette prison dorée, ils vont assister, depuis les hautes croisées des Tuileries, à l'étiolement de leur pouvoir, prélude à la chute finale. L'occasion est trop belle pour l'homme rouge de reprendre ses activités d'oiseau de mauvais augure. Voilà ce que nous dit de nouveau Pierrette Détanque. Un soir, la reine Marie-Antoinette, qui était restée seule quelques instants, vit l'air s'emplir d'une vapeur rouge, et au milieu de ce nuage se dessina le fantôme d'un homme rouge de sang. Puis, la vision se dissipa. La reine est impressionnée, elle croit reconnaître un sans-culotte du nom de Jean le Rouge, qu'elle a vu peu de temps auparavant brandir un cœur d'animal au bout d'une pique avec ces mots « cœur d'aristocrate ». Seulement, évidemment, dans
dans cette vision légendaire, d'autres reconnaissent le spectre de Jean l'Écorcheur. Voilà qui en tout cas ne peut rien annoncer de bon. Et en effet, les événements, vous le savez, ne vont pas tarder à se précipiter pour le couple royal. La foule envahira les Tuileries à 2 reprises, en juin 1792 et puis bien sûr dans la célèbre journée du 10 août. Louis XVI et Marie-Antoinette vont aller se réfugier à l'Assemblée nationale dans la loge du logographe. Tout ça se trouvait dans le jardin, on en parlera tout à l'heure, dans les jardins des Tuileries. Et puis après un passage au feuillant, ils sont emprisonnés à la tour du Temple. La monarchie est abolie dans la foulée. Et puis le 21 janvier 1793, Louis XVI sera guillotiné. Et vous savez que la reine subira le même sort que son mari au mois d'octobre de la même année. Ainsi tourne la roue de l'histoire, broyant quelques figures au passage. Quelques années plus tard, c'est à un certain Napoléon Bonaparte qu'on va prêter une fréquentation répétée de l'homme rouge. Le cher Lenôtre, vous savez, le pape de la petite histoire, nous le raconte. Je lui passe la parole. Depuis que Bonaparte avait pris en maître possession des Tuileries, où la millénaire royauté était morte, écrit-il, on ne pouvait croire que le téméraire ait pu atteindre ainsi un vraisemblable apogée sans l'aide de quelques serviables magiciens. On se remémorait les vieilles traditions toujours vivaces des sortilèges de Catherine de Médicis, qui avait peuplé le château de démons familiers et d'esprits tutélaires. Et c'est ainsi que prit court la légende du petit homme rouge à la protection duquel Bonaparte aurait dû son extraordinaire fortune. Alors là, vous voyez que le sort s'inverse d'une certaine manière. Pour peu que l'on prête foi au récit de cette rencontre au sommet, c'est lorsqu'il est en Égypte que Bonaparte s'attache les services de l'homme rouge. Notez que le spectre, dans cette variation de la légende, ressemble à s'y méprendre à une espèce de farfadet ou à un elfe. Un mystérieux contrat entre l'esprit, si je puis dire, et l'officier en pleine ascension est conclu pour 1 décennie. Ainsi poursuit le nôtre. À peine le consul était-il entré aux Tuileries qu'une lettre fut déposée sur la cheminée de son cabinet, plutôt la cheminée de son cabinet, ce sera mieux, sans que personne de l'entourage du général ait pu savoir par qui. Elle contenait 3 mots, « Tu seras roi », et c'était signé « L'homme rouge ». C'est le début de plusieurs années fastes pour Bonaparte qui, dès lors, vole de victoires politiques en coups militaires, de quoi le motiver à renouveler son contrat avec l'homme rouge. En 1809, on renouvelle le contrat pour 5 années supplémentaires. Seulement, l'accord va finir par expirer et c'est à ce moment-là que les choses tournent mal pour l'empereur. On annonce que l'homme rouge se montre juste avant le désastre de... On raconte plutôt qu'il se montre juste avant le désastre de Waterloo. Il suffit alors de regarder son visage pour savoir que la catastrophe approche. À nouveau, son apparition est liée à la chute d'un des maîtres des Tuileries. Est-ce que c'est le dernier à subir la malédiction de l'homme rouge? Mais non, voyons, ce serait trop bête. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Le légendaire homme rouge des Tuileries est avec nous cet après-midi sur Europe 1, j'espère pas en studio en tout cas. Et il a fait sa réapparition au 19e siècle, Franck. Je Franck. l'ai vu passer sous la table tout à l'heure, ou alors c'était juste l'annonce, parce que vous savez que ça s'allume en rouge pour nous dire que nous sommes à l'antenne. C'est peut-être tout simplement ça, vous savez. On va se transporter, si vous le voulez, un soir de 1824. On est toujours aux Tuileries, bien entendu. Il est un petit peu tard et Paris est déjà plongé dans l'obscurité. Le comte d'Artois, qu'on appelle Monsieur à la cour, il est le frère du roi régnant, Louis XVIII. Monsieur, donc, est en train de marcher aux environs du palais, quand soudain, il a la surprise d'apercevoir ce qui d'abord est une lueur et qui devient une lueur intense, bizarre, au ton rougeâtre, lueur qui s'échappe des fenêtres du cabinet de son frère. Alors, il est surpris, évidemment il entre au palais, il se renseigne. La lumière a disparu quasiment aussi vite qu'elle était apparue, alors le prince s'interroge, voilà qui est bien curieux, mais peut-être après tout, n'était-ce qu'une hallucination de sa part. Je cite de nouveau la parole à Pierrette d'Étang, que ça vaudra peut-être mieux. Le lendemain, nous dit-elle, le comte d'Artois se rendit auprès du roi, qui lui raconta que la nuit précédente, il avait travaillé assez tard et qu'au milieu de sa tâche, il avait soudain senti sa tête s'alourdir. Puis ses yeux avaient vu rouge et il avait cru apercevoir un homme couleur de sang.
Contrairement à son frère Charles, qui est tout à fait impressionné par cette double anecdote, Louis XVIII ne prend pas les choses tellement au sérieux. Eh bien, il a tort, évidemment. Vous le savez, vous, qu'il a tort, puisque quelques jours plus tard, Louis XVIII était mort. Il sera d'ailleurs le seul souverain qui ait jamais rendu l'âme en ce palais. Lui succède Monsieur, qui devient le roi Charles X. Allez, encore un petit épisode, si vous le voulez. Nous voici à présent en 1871, année douloureuse s'il en fut de l'histoire de Paris. La signature de l'armistice avec les Prussiens après des mois d'un terrible siège supporté par les Parisiens. Cet armistice a été mal ressenti par la population. La défiance des Parisiens envers le nouveau régime est d'autant plus forte qu'en février 1871, les élections législatives débouchent, vous savez, sur la formation d'une chambre monarchiste. Les tensions sont très vives et bientôt, le 17 mars, Monsieur Thiers, le chef de l'exécutif de ce régime, commet ce qui est vécu comme la bravade de trop. Il veut récupérer des canons qui avaient été financés par les Parisiens eux-mêmes. La capitale bascule dans l'insurrection, c'est la Commune. L'aventure va durer 2 mois enfiévrés sous la menace de l'armée légaliste de Thiers, l'armée versaillaise qui finalement va réprimer cette insurrection dans le sang. À partir du 21 mai, c'est la semaine sanglante au cours de laquelle la capitale est reprise quartier par quartier. Et l'on peut imaginer les communards, certains des communards en tout cas, désespérés, poussés à bout, qui en profitent pour déclencher un peu partout des incendies. Et parmi leurs cibles figure évidemment ce symbole de la monarchie qu'est le palais des Tuileries, siège du pouvoir exécutif depuis la fin du règne de Louis XVI. Cette fois, c'est Alexandre Gady que je vais citer. Le général, entre guillemets, Bergeret, nous dit-il, un communard, décide le 23 mai d'incendier le palais. On arrose soigneusement les intérieurs, parquets, boiseries et rideaux d'essence et de goudron, avant de mettre le feu vers 10 heures du soir. Tout le vieux bâtiment s'embrase. Bergeret s'installe sur une terrasse du Louvre pour assister au spectacle, soupant à la lumière de l'incendie et regrettant que les flammes ne puissent également brûler le château de Versailles. Eh bien, c'est à ce moment que certains, dit-on, auraient une dernière fois aperçu le fameux fantôme écarlate. Au moment où les flammes s'emparaient du palais, nous raconte Pierrette Détanque, on vit aux fenêtres de la salle des maréchaux se dresser un spectre de pourpre. Le spectre de l'homme rouge qui, comme il l'avait prédit à Ruggieri, rappelez-vous Ruggieri, c'était l'astrologue de Catherine de Médicis, qui, comme il l'avait prédit, ne consentait à disparaître qu'avec le château lui-même. Fin de l'homme rouge, fin des Tuileries. Bonjour Alexandre Gady. Bonjour. Je vous le concède, nous étions un petit peu loin de l'histoire aujourd'hui. Nous étions dans l'histoire, mais avec un tout petit H. Nous étions dans la légende qui, en tout cas, nous dit à quel point les Tuileries occupent une place centrale dans l'histoire de France, dans l'histoire contemporaine ou récente en tout cas. Et puis une place très ambiguë puisque c'est aussi un bâtiment présent-absent physiquement. Et on en voit la trace, il y a le jardin, il y a les 2 pavillons qui subsistent aujourd'hui de Flore et de Marsan, entre lesquels se tendait cette espèce de palais en ligne. Mais évidemment, son histoire, qui est déjà très riche, est encore enrichie par la littérature qu'on vient d'entendre. Bon, je ne souscris évidemment pas totalement, mais ça c'est mon métier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fantasme des Tuileries. Et ça, c'est très juste, parce que ça, pour l'historien, c'est un sujet d'histoire. Oui. Que l'homme rouge a existé, on peut en douter. Mais en revanche, cette passion pour faire habiter cet homme dans le château des Tuileries et le raccorder à chaque moment de l'histoire de France, bon, la pièce est écrite après le déroulement de l'histoire, c'est quand même très intéressant. En objet historique. Voilà, alors, avant les Tuileries, qui en sont en quelque sorte le couronnement, il y a le Louvre lui-même. Ces 2 palais n'en font qu'un, somme toute, au cœur de Paris, et d'autant plus qu'aujourd'hui, les Tuileries n'existent plus que par leurs 2 pavillons extrêmes, le pavillon de Flore et le pavillon de Marsan. Avec vous, nous allons revivre l'histoire extraordinaire du cœur même de Paris, du cœur de la France. Le Louvre et les Tuileries au cœur de Paris, au cœur de l'histoire aujourd'hui sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art moderne à Paris-Sorbonne. Alors, il faut dire, Alexandre Gady, que vous avez, une fois de plus, vous nous avez gâtés. C'est un livre merveilleux. On n'a qu'une envie, c'est d'avoir 2 ou 3 jours de libre pour se promener, pour lire vos développements et vos explications autour de ce qui constitue un corpus incroyable de plans,
d'élévation et bien entendu de tableaux, car il y avait là-dedans, alors je ne sais pas où vous les trouvez tous ces tableaux, enfin si d'ailleurs, parce qu'il y a systématiquement bien sûr les crédits, mais ce sont des tableaux dont j'ignorais moi près d'un tiers. Il y a vraiment des perles là-dedans, on a l'impression d'entrer dans l'histoire même du Louvre et des Tuileries, comme par effraction, grâce à ce que les peintres ont vu et ont laissé sur leur toile. C'est tout à fait passionnant. C'est le même principe que votre fabrique d'un chef-d'œuvre sur Versailles, c'est-à-dire qu'il n'y a que des documents d'époque, pas de photos, pas de choses comme ça. Oui, c'était un parti, on a tenté, c'est un pari qui est difficile à faire parce qu'effectivement, en utilisant une matière qui est uniquement historique, par les plus grands artistes, parce que heureusement, dans ce genre de monument, on va tomber sur les plus grands peintres, les plus grands sculpteurs, les plus grands architectes, mais de ne pas montrer les monuments par la photographie contemporaine, qui est toutes sortes de séduction, et qui ne permet pas totalement, je crois, surtout qu'aujourd'hui les bâtiments ont été tellement transformés, d'entrer alors sans mauvais jeu de mots ici même, au cœur de l'histoire, c'est-à-dire au cœur de l'édifice, et de comprendre sa logique. C'est aussi un parti de classer chronologiquement ces documents, depuis les plus anciens jusqu'à... Alors là, j'ai fait une petite entorse, je suis allé jusqu'à Paye, évidemment, oui, donc il y a une photo de la pyramide. Il y a une photo. Mais évidemment... C'est l'exception qui confirme la règle. Exactement. Mais l'idée, c'est aussi d'offrir une chronologie, parce que après tout, c'est un document contemporain finalement. Tout à fait. Et ce sont des bâtiments quand même tellement difficiles que la chronologie est très efficace. On voit grossir le bébé jusqu'à devenir cette merveilleuse... Ce monstre extraordinaire, monstre voilà. Au meilleur sens du mot. Absolument. La chose que l'on montre au monde entier, c'est vraiment ça. Alors, vous êtes quand même assez elliptique sur la partie médiévale, sur l'ancien donjon, etc., pour passer assez vite à ce qui vous plaît, c'est-à-dire l'architecture classique. Oui, mais je suis elliptique aussi pour une raison. C'est qu'il n'y a pas de documents. C'est qu'il y a très peu de documents. J'ai rassemblé ceux qu'on connaît, qui sont des vues très célèbres, dont celle des Traits régisseurs du duc de Berry. Moi, j'ai été l'élève de mon premier maître, a été l'archéologue qui a fouillé le château fort, Michel Fleury. Et donc, ce sont pour moi des souvenirs très proches. Mais en même temps, effectivement, c'est un édifice qu'on ne voit pas facilement, qu'on n'approche pas facilement. J'ai quand même tenu à mettre le sceau de Philippe Auguste pour rappeler l'importance de ce roi fondateur à la fois du Louvre en 1190 et bien sûr avec la bataille de Bouvines de notre histoire nationale, parce que c'est vraiment un moment fédérateur pour l'histoire du pays. Alors ce Louvre, dans un premier temps, il se trouve assez éloigné du cœur de la capitale. On n'est pas dans Paris, il faut bien le dire, on est à l'ouest, on protège la capitale des assauts, des Normands, des Anglais, etc. On est hors Paris, hors les murs, tout simplement. Donc vous êtes aujourd'hui au milieu de la cour carrée, vous êtes à l'emplacement du basculement entre Paris intramuros, dans lequel il y a l'église Saint-Germain-l'Auxerrois qu'on a cité tout à l'heure, et puis cette forteresse qui est posée comme la bague sur le château, vraiment à l'extérieur, parce que c'est effectivement là que la menace est très forte. La Seine conduirait les Anglais, nos amis plantagenets, à 60 km depuis Gisors, d'un coup de main sur la capitale. Et comme Paris est devenu vraiment cette capitale depuis Louis VI le Gros, il y a un investissement très fort des Capétiens à Paris, et que le roi part à la croisade avec son ami ennemi Richard et l'empereur, il n'est pas question de laisser la ville dégarnie, démunie. On se rend compte, en feuilletant votre album, qu'il y a eu de nombreux projets pour le Louvre, dont la plupart d'ailleurs n'ont pas été réalisés, en tout cas n'ont pas été achevés. Il y a eu pas mal, on a lancé des chantiers, on n'arrive pas toujours au bout. Celui qui va faire du Louvre une résidence de plaisance, c'est François Ier, bien sûr. Voilà, et là on a des très beaux plans qui sont reproduits pour la première fois en couleur, qui viennent d'une collection américaine, une collection publique américaine, oui. Et qui sont des projets demandés à un Italien, c'est le fameux Serlio, qui arrive en France à ce moment-là. Et effectivement, ce qui est intéressant aussi, je crois, dans les documents anciens, c'est qu'ils nous permettent de montrer le Louvre tel qu'il existe, mais aussi tous ces projets de papier, cette architecture rêvée par les plus grands maîtres, et cette architecture qui s'est brisée sur l'absence d'argent, une guerre, la mort du roi qui avait commandé le dessin. Et on se trouve donc avec deux livres en fait dans un, c'est-à-dire le Louvre qu'on connaît et le Louvre qui aurait pu advenir. Alors je parlais des Tuileries tout à l'heure avec cette histoire du petit homme rouge. C'est bien Catherine de Médicis qui décide d'agrandir en quelque sorte le domaine. Alors il faut bien imaginer qu'à l'époque on n'est pas sur une surface vierge comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Tout ça c'est un entrelac de rues, c'est tout un quartier de Paris au cœur duquel on fabrique ces palais. Oui, parce qu'en réalité, l'attraction, naturellement, la présence du roi. En fait, Charles V a transformé la forteresse de Philippe Auguste en résidence, et l'attraction royale a fait arriver d'abord la noblesse dans des hôtels qui sont plutôt devant le Louvre, c'est-à-dire entre l'actuelle église Saint-Germain-l'Auxerrois et le Louvre, et puis tout un quartier derrière, avec des églises, avec les 15-20 fondés par Saint-Louis, qui déménagera bien plus tard, là où nous le connaissons aujourd'hui, et des hôtels et des maisons. C'est un quartier mixte qui a été, vous le savez, à la fin des fins, abattu seulement sous Napoléon III pour faire notre cour Napoléon, et dont on a
retrouvé les fondations quand on a fait les fouilles pour la pyramide. Le palais des Tuileries de Catherine, c'est une bâtisse, mais ce sont aussi des jardins. C'est très important, bien sûr. Et c'est ça le plus beau cadeau de la reine à Paris, parce que c'est vrai que le palais, elle ne l'a jamais... Alors, ce qui contrarie évidemment la légende qu'on racontait tout à l'heure, c'est qu'évidemment, elle n'a jamais mis les pieds dans le bâtiment, qui était une carcasse de pierre sans fenêtre et sans plancher, lorsqu'elle change d'avis. Alors, elle change d'avis, je ne sais pas si c'était à cause de l'homme rouge, mais surtout à cause des guerres civiles, évidemment, les guerres avec les protestants et les catholiques, qui fait qu'elle trouve plus malin de revenir en ville, dans un endroit plus sûr, au pied de Saint-Eustache, mais elle a le temps de faire dessiner cet immense jardin qui est notre jardin, même si le nôtre l'a refait par derrière, c'est l'emprise du jardin de Catherine. Et pour relier l'ancien palais en pleine transformation du Louvre au nouveau palais de la reine Catherine, Henri IV va faire bâtir cette gigantesque galerie du bord de l'eau, dont la vue cavalière est dans la galerie des serres du château de Fontainebleau, et vous nous en montrez là, bien sûr, un cliché. C'est magnifique, c'est impressionnant. C'est vraiment le grand dessin des Bourbons, comme on l'appellera. C'est un projet fantastique, parce qu'Henri IV il se met sur le chantier le lendemain de son entrée à Paris en mars 1594. Et tout le règne, si Ravaillac n'avait pas fait ce qu'il a fait en 1610, tout le règne aurait abouti à construire ce que j'appelle dans le livre une cité royale, un peu comme la cité de Pékin, parce que ça aurait donné au roi de France un palais supérieur à l'empereur, à Charles Quint, à tous ces grands palais du XVIe siècle. On aurait dit d'Henri IV, s'il avait pu vivre un peu plus longtemps, qu'il a été un grand bâtisseur. C'est quand même étonnant, ça. Il l'a été de son vivant, si j'ose dire, et s'il avait vécu plus longtemps, il aurait sans doute aujourd'hui sa statue tout en haut de l'échelle des grands souverains bâtisseurs. Son petit-fils reprendra Son petit-fils Louis XIV, bien sûr. Son petit-fils Louis XIV, cet amour de la bâtisse, évidemment. Alors, amour de la bâtisse, et en même temps, c'est avec Louis XIV qu'on va voir le Louvre prendre sa forme définitive, et en même temps perdre sa fonction de résidence royale au cœur de Paris. Oui, c'est l'année Louis XIV, mais il faut reconnaître que, sans verser dans les critiques que Voltaire a faites dès le XVIIIe siècle, Louis XIV, finalement, le caprice versaillais, ce que craignait Colbert, a fini par nuire au Louvre. C'est-à-dire qu'on a fait des grands travaux au Louvre, c'est indéniable, c'est l'architecte Levaux qui les a dirigés, on a fini la cour carrée dans sa forme actuelle, on a lancé la grande ambition du règne face à l'Europe, la façade de la colonnade, avoir la plus belle façade d'architecture d'un palais en Europe. On avait fait venir Bernin pour cela, puis finalement ça n'a pas fonctionné. Et de cet échec de Bernin est sorti le deuxième échec, c'est qu'au fond Louis XIV en a assez de ce chantier qui n'a l'air de pas pouvoir se terminer. Qui s'enlise. Il déménage aux Tuileries, il va habiter 3 années aux Tuileries quand même, il les fait terminer et décorer somptueusement, malheureusement ce décor qui sera brûlé à Louis XVI, qui sera brûlé à la Commune. À la Commune, et qui servira à Louis XVI, bien sûr. Et il va partir la dernière nuit de Paris, 1671, et il préfère aller habiter en dehors de la capitale. Donc la capitale n'a plus son roi, comme ça avait été le cas avant le retour de François Ier. Il y a eu un grand moment, ça a été le fameux carrousel de 1662, qui a été peut-être la plus belle, en tout cas l'une des plus belles fêtes du règne de Louis XIV, qu'on a tendance à oublier parce que celle-ci n'a pas eu pour cadre le nouveau château de Versailles, mais c'était quelque chose de tout à fait inouï. On a le nom, nous en reste évidemment dans notre carrousel d'aujourd'hui. Avec la cour du carrousel et l'arc. Et on a surtout des documents fantastiques qui sont les costumes aquarellés de tous les plus grands décorateurs avaient participé au menu plaisir à cette fête, et on connaît bien les cavalcades et les défilés dans les rues de Paris. On a des relevés très précis, même dans les rues, on voit les cavaliers passer. Ça a dû être un moment extraordinaire de ce début de règne très fastueux, Louis XIV, très festif. On retrouve, comme dans votre ouvrage sur Versailles, un certain nombre d'élévations de projets qui n'ont jamais vu le jour, somme toute, notamment pour cette fameuse colonnade dont vous parliez. Certains étaient spectaculaires. On regrette presque qu'il n'ait pas abouti. Oui, il y a eu une émulation. Au fond, ça pourrait être considéré comme le premier grand concours d'architecture internationale, puisqu'on a appelé des Italiens. Et puis ensuite, les Français ont dit, attendez, pour le palais du roi de France, on va nous demander à nous. Donc il y a eu un peu de chauvinisme. Bernin est reparti couvert d'or, mais vraiment, son projet a été assez rapidement abandonné. Mais alors, il y a dans cette année 64, 65, 66 des projets dont certains sont, on peut peut-être oser le mot ici, complètement délirants. Mais c'est intéressant, ce stimulus. Colbert a dit, il nous faut la plus belle façade, et tout le monde y a été de son projet. Alors je ne les ai pas tous mis parce que ça ferait un livre en soi, mais il est clair qu'il y a un moment de l'histoire de l'architecture ici. Entre parenthèses, c'est la clé d'une énigme que vous évoquiez dans le précédent volume. Pourquoi cette opposition de Colbert au projet versaillais? Eh bien parce que lui rêvait intensément
au Louvre. Et il a dû être très vexé, très, très chagrin que Louis XIV ne le suive pas, somme toute. C'est l'homme sérieux. Alors il a compris que le roi de France doit s'occuper de son palais de Paris, mais le roi de France c'est quand même le maître, et lui ce qui l'intéresse c'est le caprice versaillais. Voilà. Et donc adieu le Louvre, adieu les Tuileries. On aurait pu imaginer que désormais ces deux palais qui n'en font qu'un, encore une fois au cœur même de Paris, que ces deux palais disparaissent ou en tout cas ne soient plus jamais occupés. C'était oublier que le vent de l'histoire tourne parfois et va ramener la famille royale aux Tuileries. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Le Louvre et les Tuileries jusqu'à 15h sur Europe 1 au cœur de l'histoire avec vous Franck Ferrand et votre invité. Vous recevez Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art moderne à Paris-Sorbonne. Oui, Alexandre Gady qui nous montre à quel point la chance du Louvre et des Tuileries, c'était l'éclipse de Versailles. Ça a marché à chaque fois, et notamment à la mort du grand roi en 1715. On va installer, quand je dis on, c'est le régent, on va installer le petit Louis XV aux Tuileries. Il y a d'ailleurs un tableau de Duménil qui se trouve aux Pays-Bas, en fait, que je ne connaissais pas, qui est incroyable, qui nous fait entrer dans par la petite porte dans une audience que donne le tout petit roi. C'est encore un enfant, on dirait une réduction, un modèle réduit, si je puis dire. Il est en train de recevoir un ambassadeur. Oui, la Régence revient à Paris et c'est le grand moment qui lance le siècle des Lumières pour la vie parisienne en fait. Le régent habite chez lui au Palais Royal, il n'a pas l'intention d'aller déménager non, du tout. Et on ramène après un passage à Vincennes pour le mois de la fin de l'année 2015, 1715. On ramène le petit roi, on l'amène, il est jamais venu au fond. Petit roi Louis XV. Il a 5 ans dans ce vieux château qu'il faut remeubler un peu en catastrophe. Travaux d'aménagement dans le jardin, embellissement, on prend des statues de Marly parce qu'il n'y a pas d'argent. La France est ruinée par les guerres de Louis XIV, donc on déménage des marbres de Marly pour les mettre sur la terrasse des Tuileries. Certains sont maintenant dans les collections nationales au musée même du Louvre. Et il y a 6 années là de grande affluence, et c'est ce qui va frapper dans ces tableaux que vous évoquiez, les contemporains, c'est bien sûr les ambassades. Et alors l'ambassade la plus extraordinaire, c'est Mehmet Efendi. Alors là, on est dans 1719, les lettres persanes, donc il y a un exotisme, tout ça va donner du souffle à l'histoire des Tuileries. Et puis Louis XV fait quand même, d'accord avec le régent, le choix de repartir en 1722 à Versailles, et donc le Louvre retombe dans une espèce de léthargie royale. Et alors cette léthargie ne va être meublée qu'à grand-peine par les académies qu'on installe dans le Louvre. Oui, il y a une formule très belle de Marcus Maroli que je cite qui appelle ça c'est la grande chaumière de la monarchie. C'est ça, donc, très joli. Il faut peut-être rappeler qu'Henri IV a fait une autre chose extraordinaire pour le Louvre, c'est qu'il avait installé au rez-de-chaussée de la Grande Galerie, la fameuse Grande Galerie la plus grande d'Europe qu'il avait fait construire le long de l'eau, des artistes protégés avec ateliers et appartements. Donc au fond, le Louvre accueille des artistes contemporains qui sont chez eux dès 1608. Et c'est là que commence vraiment une histoire très forte entre le Louvre et les arts, parce que bien sûr, dans un palais royal, il y a des collections et des artistes officiels, mais là, il y a maintenant même des logements d'artistes et des lieux de création. Et la monarchie va remplir le vide qu'elle a laissé dans le palais avec les académies, qui avaient été un moment au Palais Royal. Alors l'Académie française, la première qui va venir, il y a un tableau de Wass qui montre son installation, à Brest. Il y a évidemment l'Académie d'architecture, qui est à l'époque distincte de l'Académie de peinture et de sculpture. Et tout ce petit monde se partage, au fond, les appartements royaux, avec aussi des parasites brevetés, qui une chambre, qui 2 pièces, qui une soupente. Parasites brevetés, j'aime bien. Qui arrive à remplir le palais à tel point qu'on a des départs d'incendie, que c'est la grande peur de la monarchie, au fond, que le palais brûle par accident. Oui. Ce palais, il est un petit peu abandonné, il faut bien le dire. On a construit dessus, autour. Il va même falloir finir par dégager la colonnade parce qu'elle a été, elle n'est même pas visible entièrement. Oui, qui croira que ce grand chef-d'œuvre que Louis XIV avait voulu jeter à la face de l'Europe, il est parti à Versailles en le laissant non seulement inachevé, mais même pas dégagé. Les maisons arrivent à 2-3 mètres. Incroyable. Et en fait, on a vu la colonade telle que nous la connaissons seulement dans les années 1770, parce que Louis XV, bousculé par l'opinion publique, qui pleure c'est l'ombre du grand Colbert de la Font de Saint-Étienne, dit au roi, mais enfin, achevez ce Louvre, dans une espèce d'idée aussi qui me touche beaucoup par rapport au propos du livre, qui est aussi une histoire politique de la France, que le Louvre représente, dit la Font de Saint-Étienne, le portrait de la nation. Comme si déjà, ce qu'il est un peu aujourd'hui, le Louvre incarnait la France, aussi bien pour nous qu'à l'étranger.
Et dès avant que Louis XVI ne revienne, par la force des choses, s'installer aux Tuileries pour passer les dernières années de sa vie, on décide d'ouvrir un musée dans le Louvre. Ça, c'est quand même la grande idée du XVIIIe siècle. Oui, et là, je me permets d'insister parce que l'historiographie républicaine, qui a ses vertus, mais aussi ses limites, et qui parfois confine à la légende pour la Révolution française, comme on le sait bien. Nous n'aimons pas les légendes ici, on l'a montré tout à l'heure. On fabriquait donc le fameux mythe du musée créé par la Révolution pour le peuple, parce qu'au fond, ça paraissait logique que le palais des rois vidé des tyrans soit rempli par les œuvres d'art qu'on leur avait confisquées pour l'offrir au peuple. C'est un schéma idéologique qui fonctionne pas vraiment, parce que en fait, c'est Louis XVI. C'est Louis XVI qui a eu l'idée du musée. C'est un jeune roi qui monte sur le trône. Alors nous savons la fin de l'histoire. C'est un homme qui n'a pas beaucoup de chance, comme on le sait. Il a la guigne, même, on peut le dire. Là, c'est pas tout à fait de la grande histoire, mais ça se remarque assez bien. Et pourtant, il a 21 ans, et en 1775, il annule le projet que son grand-père Louis XV avait fait d'installer la bibliothèque royale, donc notre bibliothèque nationale, dans le Louvre, et il dit non, on va faire un muséum royal. Il en confie la tâche et l'exécution à Dangivillers, et on va passer tout le règne jusqu'à 1789, année où on inaugure le premier éclairage zénithal, à discuter de comment faire, où sera l'entrée, on refait l'escalier, comment on accroche les tableaux, quels tableaux, on déménage les plans reliefs de la Grande Galerie, c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui dans les greniers des Invalides, c'est Louis XVI qui les a envoyés en 1777, et tout était prêt, on achète des centaines de tableaux pour compléter les collections royales qui ne sont pas complètes, on nomme un conservateur avant vivant de nom, c'est Hubert Robert, et puis la Révolution survient, et au fond Louis XVI assiste à l'inachèvement de son projet, mais tout était tellement bien préparé que les révolutionnaires ont ouvert le musée en quelques mois. Oui, ça a été assez vite après, bien sûr. C'est pas un hasard, hein, ils ont pu le faire parce que le musée avait été préparé. Donc je crois qu'il faut rendre hommage à Louis XVI sur ce plan-là. Il a été visionnaire et on lui doit le musée du Louvre. Alors évidemment, pour l'histoire officielle du musée, c'est un épisode qui est considéré comme une sorte de préhistoire du musée. Mais je crois que c'est un peu plus que ça, et c'est pourquoi j'ai insisté dans le livre sur cette coupure de 1775. Oui, et cette coupure, en quelque sorte, elle a décidé pour l'avenir et définitivement de la vocation du Louvre. Car même lorsque Louis XVI reviendra aux Tuileries, puis le premier consul s'y installe, qui devient l'empereur Napoléon Ier, puis bien entendu Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe lui-même, qui va quitter son palais royal pour venir, il y a de très beaux tableaux d'ailleurs, pour venir s'installer aux Tuileries, mais il n'empêche que le Louvre conserve sa dimension muséale. Oui, et là c'est aussi un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à partir de l'idée de Louis XVI, c'est un palais, et bien sûr, dès 1789, un palais occupé par l'exécutif qui jouxte un musée. Alors il y a une espèce de mariage incestueux. Les souverains successifs ne veulent pas complètement lâcher les espaces de la cour carrée. Napoléon fait faire des salles d'apparat, on fait faire un appartement pour le Conseil d'État sous Louis XVIII. Tout ça mélangé au musée, le musée Charles X avec Champollion, etc. Et il y a une imbrication assez formidable qui aurait survécu si Napoléon III était mort dans son lit, comme Louis XVIII là, en 1824, mais qui va se séparer avec la Commune. La destruction du palais, on opère une sorte d'élision. Je pense que c'est la Bastille de la Troisième République. Il faut que le palais soit détruit, même s'il était restaurable après l'incendie de 71. Et ne reste au fond que par raccro les anciens ministères impériaux qui servent à loger le ministère des Finances, dont le bâtiment a lui aussi été brûlé par la Commune. Et ce qui m'intéresse, c'est de lire aujourd'hui la dédicace de la construction du Grand Louvre de François Mitterrand, où il est dit que le président Mitterrand a consacré l'entièreté du palais à sa vocation de musée. Mais c'est plus compliqué que ça. Depuis l'origine, il y a un mélange entre pouvoir politique et musée, ou art et puis musée. Où l'un vient alimenter l'autre, en quelque sorte. Et en fait, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut se permettre de contredire François Mitterrand, parce qu'aujourd'hui, on le voit dans notre communication extérieure de la France, dans l'affaire d'Abu Dhabi, où le Louvre est adossé à un contrat militaire. Ça participe du soft power de la France d'aujourd'hui. C'est un élément de prestige fondamental. Et de ce point de vue-là, la République est bien heureuse d'avoir cet héritage royal et ce musée. Vous avez dit que les Tuileries ont été détruites après l'incendie de la Commune. Ce ne sont pas les flammes qui les ont détruites. Non. On l'a dit plusieurs fois à ce micro, mais il faut le rappeler quand même. Bien sûr, les flammes ont détruit tout le décor et toutes les parties en bois. Les façades étaient extraordinairement solides et bien construites, donc les photos sont spectaculaires, et j'en ai mis un certain nombre. Avec aussi, pour la première fois, la photo du buste de Bernardine Sigoyer qui a sauvé le musée, parce que Nicolas Chaudin l'a raconté dans un très beau livre cette année. Il était venu nous en parler. On n'est pas passé loin de l'incendie
l'incendie du musée, parce que les communards avaient une telle haine de ce bâtiment qu'ils avaient mis le feu à plusieurs endroits et que non le feu seulement se les communique, Tuileries, mais voilà, ça peut aller jusqu'au Louvre. Oui. Et il faut rappeler peut-être ici, hélas, il y a une photo inédite là, pour la première fois reproduite de l'incendie de la bibliothèque du Louvre avec ses 80 000 ouvrages et manuscrits et plans qui ont entièrement brûlé et qui manqueront toujours pour faire l'histoire du Louvre. Ça, c'est un incendie criminel dont Victor Hugo a tiré un poème célèbre sur l'inculture et l'importance de la lecture. Et on ne saurait trop le rappeler, même à nos autorités actuelles, quelquefois. Et donc, c'est la Troisième République qui démolit en vendant les pierres au poids. En 1882, l'affiche est du 4 décembre et le palais est dépecé dans l'année 83. Alors nous n'avons fait que feuilleter ensemble votre beau livre, Alexandre Gady. Je trouve que la période, enfin c'est subjectif ce que je vais vous dire, mais je trouve que les illustrations qui concernent la restauration sont les plus étonnantes. On a notamment une aquarelle absolument invraisemblable qui montre la duchesse de Berry dans son cabinet. Ça c'est un cadeau pour les amoureux d'histoire. Oui, parce que à partir du moment où les souverains sont là, bon Louis XVI le pauvre, ça s'est pas très bien passé, mais à partir de Napoléon, les artistes vont nous montrer les intérieurs. On n'a pas de tableau équivalent pour l'Ancien Régime à Versailles. Non, on voit pas on Louis adorerait XIV. ça, voilà. voir Louis XIV dans ses salons privés. Oui, comme l'a montré dans le célèbre Si Versailles m'était compté avec beaucoup de culot. Voilà, oui. Sacha Guitry. Mais en revanche, à partir des années 1810-1820, tous les védoutistes, tous les peintres d'architecture, tous les peintres d'intérieur remplissent magnifiquement leur tâche et nous donnent à voir l'intérieur et pas seulement l'extérieur du palais. Formidable. Et puis, il nous montre également la vie du musée autrefois, comme on aurait aimé le connaître. Moi, je regrette, même si j'admire bien sûr le très beau Louvre d'aujourd'hui, mais je regrette le Louvre que j'ai connu enfant. Mais alors celui-là, celui du milieu du 19e siècle, ça devait être quelque chose. Merci beaucoup, Alexandre Gady. Merci. On pourrait développer à l'infini toutes ces perspectives sur le Louvre et les Tuileries. Votre ouvrage s'appelle d'ailleurs tout simplement Le Louvre et les Tuileries, la fabrique d'un chef-d'œuvre, et c'est coédité par le musée du Louvre lui-même et par Le Passage.